Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, mon nom c'est Marc-André Arnois, je suis directeur à la CQC depuis 2017 et d'emblée, il faut que je vous dise, je ne suis pas avocat. Donc, je vais animer la série de webinaires sur le droit de la rénovation, euh, plus à titre de généraliste de l'habitation, mais la plupart des notions juridiques vont vraiment être passées par des spécialistes invités. Ce soir, on a avec nous encore Maître Ariane Gauthier, qui travaille à la CQC, ainsi que Sylvie Bonnin, qui travaille à l'ACF de l'Estrie, et je vais vous présenter les deux un peu plus tard en temps voulu. Ce soir, on est donc à la deuxième séance de 5. On se rappelle que la structure, c'est avant, pendant, puis après les rénaux. Donc ce soir, on va terminer le volet sur avant les rénaux. Et si la semaine passée, c'était toutes les questions plus générales, aujourd'hui, on va rentrer dans les cas un peu plus particuliers, dont en bonne partie la vente itinérante et puis les assurances. Pour ceux qui nous connaissent moins, la CQC, hein, c'est un organisme en défense collective des droits spécialisé dans le domaine de l'habitation depuis 1994. Et on a d'ailleurs un service d'information. Et je reçois un commentaire. Est-ce que vous me voyez, m'entendez bien à date? Je vais regarder dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un... Oui. Donc, si quelqu'un me demandait si c'était normal qu'il ne me voyait pas, la réponse est non. Bon, OK. Donc, j'étais en train de dire que si vous avez des questions sur le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller voir sur notre site web. Le service d'information est là pour ça, c'est gratuit. Évidemment, eux non plus ne peuvent pas donner d'avis juridique, mais ils peuvent certainement compléter les notions qu'on voit ce soir si jamais vous avez des questions. Par ailleurs, je tiens à remercier l'Office de la protection du consommateur pour sa contribution financière au projet. Ça ne serait évidemment pas possible sans eux. Et je dois aussi remercier Maître Claude Coursol. On avait fait une formation similaire en présentiel il y a quelques années, avant la pandémie, et il nous a permis de se servir et de s'inspirer assez largement de ce qui avait été fait à l'époque. Donc, merci à Maître Claude Coursol de nous permettre de se servir de ces droits-là. Un dernier petit avertissement aussi, les lois, ça évolue. On est présentement à l'automne 2021. Si vous nous écoutez dans quelques années, il ne faut pas se fier aveuglément à ce qu'on va dire. N'hésitez pas à consulter un avocat au besoin, là, ça peut être assez important. Donc, pour commencer cette semaine, on va approfondir quelque chose qu'on avait commencé la semaine prochaine quand on parlait de la qualification pour les licences RBQ. Ce n'est pas essentiel de savoir ça quand on fait de la réno, mais ça va être utile tout à l'heure quand on va parler de la vente itinérante. Donc, on a dit la semaine dernière que la vérificatrice générale du Québec avait dit dans son rapport que la RBQ actuellement ne prenait pas tous les moyens nécessaires pour vérifier la qualification des entrepreneurs avant de leur octroyer une licence. Rapidement, c'est quoi les moyens utilisés par la RBQ présentement? Bien, la RBQ constate qu'il y a 4 domaines de qualification à vérifier. Et en général, les entrepreneurs vont vérifier ça en faisant un examen à choix multiple à la RBQ. Il y a un examen en administration, un en gestion de projet, un en sécurité sur les chantiers et un en exécution de travaux de construction. Or, en 2008, la RBQ va prendre une décision douteuse d'exempter beaucoup de sous-catégories de licences de l'examen en exécution de travaux. La raison officielle de ça, c'est de dire qu'il y a certaines sous-catégories de licences où le risque est faible et puis que ça ne justifierait pas de faire passer un examen en exécution de travaux. Par exemple, on peut se demander si vraiment un examen à choix multiple de 3 heures, c'est pertinent pour juger des qualifications pour un entrepreneur en peinture, par exemple. Cela dit, ça ne se limite vraiment pas aux entrepreneurs en peinture. En fait, ça concerne la plupart des travaux de rénovation qu'un particulier va faire sur sa maison, notamment
les porte-fenêtres, l'isolation, la couverture, le revêtement extérieur. Et ça, ce sont toutes des catégories qui sont concernées de manière particulière par la vente itinérante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a invité Sylvie Bonin, coordonnatrice à l'ACEF de l'Estrie, à venir nous parler un peu de la vente itinérante, qui est un domaine particulier et qui impose des protections particulières. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter rapidement avant d'entrer dans le sujet. Très rapidement, moi, c'est Sylvie Bonin. Je suis coordonnatrice à l'ACEF Estrie, qui signifie Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie. Mais essentiellement, on est un organisme, le nom date un peu, mais on est un organisme de défense des droits des consommateurs. Alors, parfois, on va référer des gens à la CQC, mais dans des cas de vente itinérante, on va aussi souvent aider directement les gens chez nous. Alors, on peut y aller, Marc-André. Alors, la vente itinérante, c'est quoi? Là, il faut se sortir. Souvent, quand on dit le mot vente itinérante, les gens imaginent toc, 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 bonjour, j'ai ma petite valise de petits trucs à vous vendre. C'est beaucoup plus large que ça. La vente itinérante, c'est tous les contrats qui sont conclus ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. Par exemple, à l'adresse du consommateur. Sauf, petite précision, si c'est le consommateur qui fait appel au commerçant pour signer un contrat qu'il va signer chez lui ou chez elle, ce n'est pas de la vente itinérante, sauf un grand nombre de domaines qui sont des exceptions prévues par règlement. Et là, ça peut toucher des rénovations que vous choisissez d'entreprendre. Et vous avez la liste dans la diapo, c'est-à-dire que tous les contrats qui vont toucher vente ou installation d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture dans le sens couverture, d'un revêtement extérieur, même si le contrat a été conclu, j'appelle mon représentant en toiture, il vient chez moi, le contrat se conclut chez moi. Étant donné que ça fait partie de la liste d'exceptions, ben, ça veut dire que ça va être quand même un contrat de vente itinérante. Donc, toutes les protections dont je vais parler tantôt peuvent vous servir si jamais il y a un litige. Les types de produits qu'on voit le plus en vente itinérante, Marc-André, si tu peux passer à l'autre diapo. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup à la mode et fréquent ces temps-ci, c'est toutes des entreprises qui offrent de faire de l'isolation ou de la décontamination avec beaucoup de guillemets d'entre-toi. De la supposée décontamination. Beaucoup de gens qui vendent des thermopompes ou des récupérateurs thermiques ou tout ça sont dans cette lignée-là. Panneaux solaires, géothermie, il y a souvent des vendeurs itinérants quand même dans ce domaine-là. Tantôt, je l'ai dit, toiture, fenêtre et tout, c'est considéré comme des vendeurs itinérants si le contrat s'est signé chez vous et non à leur place d'affaires. Et toutes sortes de petits services comme asphaltage, émondage et tout ça. Je disais tantôt qu'on imagine un vendeur itinérant comme quelqu'un qui fait du porte-à-porte et qui cogne chez vous. Il y en a à l'occasion, mais la plupart des vendeurs itinérants auxquels on a eu affaire, nous, dans notre histoire, font leur sollicitation surtout par télémarketing ou sur Facebook. Parfois, on frôle vraiment la fausse représentation, c'est-à-dire des gens qui, au téléphone, vont vous dire, vont laisser entendre qu'ils sont des représentants du ministère de l'Énergie et parfois vont carrément dire oui, oui, je suis un représentant du ministère ou qui parfois vont se faire passer pour un inspecteur de la municipalité, ce qui met malheureusement les gens en confiance et par la suite, ils réussissent à obtenir un rendez-vous. Ils utilisent aussi souvent des prétextes et là, sur Facebook, il y en a beaucoup, des concours sur Facebook. Vous en avez peut-être vu. Gagner votre isolation, profiter d'une inspection gratuite par un expert. Alors, parfois, un expert qui va inspecter l'entretoit ou un expert en efficacité énergétique qui va venir évaluer la situation de votre maison. C'est parfois sur Facebook, ça, mais c'est aussi parfois en télémarketing. Profiter d'une subvention. Il y a beaucoup ces temps-ci du « Avez-vous eu votre 3 500 $?
Alors, il n'y a présentement aucun programme de subvention gouvernementale qui offre 3 500 $ de subvention. Le seul programme de subvention en cours actuellement, c'est Réno Climat. Le montant est variable et il faut s'inscrire sur le site du gouvernement. Donc, ce n'est pas ça. Mais il donne l'impression qu'il existe une subvention. Parfois, il donne l'impression que la date limite achève et qu'il faut se dépêcher. Et c'est totalement faux. Ou c'est une subvention maison, c'est-à-dire qu'on va vous vendre quelque chose 16 000 qui en vaut peut-être 3 000 et on va vous faire une subvention de 3 500 là-dessus, mais dans le fond, vous auto-subventionnez en payant trop cher ce que vous achetez. Le but de tout ça, c'est d'obtenir un rendez-vous chez vous. Une fois qu'on s'inscrit sur Facebook, notamment, ou qu'on accepte le rendez-vous en télémarketing, mais les gens qui s'inscrivent à des concours sur Facebook, là, ils se font rappeler pour se faire dire, bien, écoutez, on va aller chez vous confirmer votre inscription. Et dans le fond, à partir du moment où ils sont chez vous, bien là, c'est tout leur grand art de convaincre qui va se mettre en branle. Et on se pense tous et toutes qu'on résisterait à ça. Il y a des gens qui réussissent à résister, mais j'ai beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit, moi, madame, je ne me suis jamais fait avoir dans ma vie, puis eux autres, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à me faire signer un contrat. Alors, parmi les stratégies, on vous part des calculs étourdissants sur les économies d'énergie que vous pourriez réaliser et on ne vous laissera pas la feuille de calcul, ce qui ne vous permettra pas de vous apercevoir après que ça ne tient pas la route. J'ai un consommateur, une fois où la feuille a été oubliée à la maison et quand on l'a étudiée, on part de vous avez économisé tant sur vos frais de chauffage et finalement, on dérape vers ça devient tant sur votre facture complète d'énergie et finalement, il arrive à vous montrer que ça va se payer tout seul, puis vous seriez vraiment niaiseux de ne pas le prendre parce que vous allez sauver plus en énergie que votre coût mensuel. Mais quand on y regarde de plus près, on ne m'entend pas. Quelqu'un me dit qu'on ne m'entend pas. Les autres disent qu'on m'entend. Mon micro est ouvert. Là, j'ai une personne qui ne m'entend pas. Je ne sais pas si les autres entendent bien. OK. S'il y a d'autres mondes que Sébastien Bois qui n'entend pas, le signaler, puis je vais prendre une pause pour régler le problème. Bon, ça semble correct. Donc, je disais des calculs étourdissants. Les autres, ça m'entend. On va aussi créer un sentiment d'urgence. Alors, on va dans votre entretoit et on redescend avec des photos de moisissures qu'il y aurait dans votre entretoit. C'est souvent finalement des photos qui ont été prises ailleurs, mais qui sont assez paniquantes. Et j'ai vu des cas où on a dit aux gens qui refusaient de signer un contrat, écoutez, si vous ne signez pas, vous me signez une décharge parce que là, moi, je ne peux pas moralement partir d'ici dans une maison avec autant de contamination. Quelqu'un s'est même déjà fait menacer qu'il y aurait une plainte à la DPJ parce qu'il élevait des enfants dans un milieu avec plein de moisissures. Donc, on vous crée un sentiment d'urgence. On vous parle parfois de rabais en quantité limitée ou qui achève ou on quitte votre région bientôt, profitez-en. Donc, tout ça, c'est pour faire un peu tomber les barrières habituelles qui fait qu'on résiste et qu'on ne signe pas. Et bon, dites-vous toujours que quand l'inspecteur est gratuit, il est un peu en conflit d'intérêt parce que son but, c'est de vous vendre quelque chose. Donc, c'est presque sûr qu'il va vous trouver des problèmes. Évidemment, face à ça, il y a différentes façons de résister. Si on peut passer à l'autre diapo. Quelques conseils spécifiques. Ah, les problèmes, excusez, c'est pas grave. Les problèmes les plus fréquents dans ce domaine-là, les produits ou les services qu'on vous vend sont vraiment, mais vraiment beaucoup plus chers que la valeur réelle. J'ai vu du double du prix, j'ai vu parfois du triple du prix des gens, des trucs d'isolation avec qui finissaient par coûter 10 15 000 pour des maisons avec des pas si grandes superficies, alors qu'on peut faire pour beaucoup, mais beaucoup moins cher que ça. Des produits inadéquats, par exemple des thermopompes dont la puissance n'est pas suffisante pour votre maison ou ça prendrait 2 unités, on vous en met juste une, de mauvaise qualité qui vont briser. Et ça m'arrive au troisième problème, c'est des entreprises un peu champignons qui, la plupart, qui ont des bonnes chances d'avoir disparu au moment d'honorer la garantie. Pas toujours, mais souvent, c'est des entreprises dont la durée de vie est courte.
Et donc, c'est bien beau qu'ils vous disent que c'est garanti 10 ans, mais s'ils ne répondent pas, qu'ils ne répondent pas aux appels ou que la compagnie n'existe plus, votre garantie, ça ne tient pas la route du tout. Alors, quelques conseils. Il y a une diapo qui a l'air de disparu sur les conseils. Voilà. Bien, à la base, il vaut mieux refuser tout rendez-vous, raccrocher, être impoli même. Ne pas s'inscrire sur Facebook à des concours liés à l'efficacité énergétique ou à des offres d'inspection gratuite. C'est presque toujours un piège pour obtenir un rendez-vous. Les 2 conseils suivants valent pour tout contrat dans tout domaine. Ne jamais, jamais, jamais signer un contrat le jour même. Se donner toujours au moins 24 heures de réflexion et toujours demander plusieurs soumissions. Alors, peut-être que votre isolation dans l'entretoit est insuffisante et que vous sauveriez beaucoup d'énergie en l'améliorant, mais faites valider par quelqu'un d'autre et obtenez un prix ailleurs, probablement beaucoup moins cher. Et dans le cas des moisissures, moi, ce que j'ai vu, c'est on disait à la personne que c'était vraiment terrible, 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 mais finalement, tout ce qu'ils font, c'est pulvériser un quelconque produit. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout une décontamination en profondeur qu'ils font. Vérifiez évidemment s'il y a des plaintes contre l'entreprise. Je pense que ça a été discuté au webinaire précédent, l'Office de la protection du consommateur qui a un profil du commerçant, la régie du bâtiment. Toujours favoriser les commerçants ayant pignon sur rue dans votre région. Ça encourage l'économie locale, mais surtout, c'est des commerçants qui n'ont pas intérêt à faire du mauvais travail parce qu'ils vont perdre des contrats et c'est des commerçants qui ont beaucoup plus de chances d'exister encore dans les prochaines années pour le service après-vente et honorer la garantie. Ne jamais, jamais faire de paiement immédiatement pour avoir le temps d'annuler, je vais en parler dans quelques secondes au besoin, mais aussi de s'assurer de la qualité des travaux avant d'avoir payé. Voilà. Oui, la suite. Une des choses que je veux Oui. vraiment qu'on retienne de ce que Sylvie a dit là, c'est vraiment la vulnérabilité du consommateur là-dedans. On entend souvent des cas où les gens, des gens très éduqués, des gens très à leurs affaires, viennent dire: «Je ne pensais jamais que j'aurais pu me faire avoir comme ça». Donc, c'est vraiment un domaine, on sous-estime souvent à quel point on peut être impressionné par un vendeur qui est chez nous, puis qui ne veut pas sortir, puis qui est insistant, puis qui a une formation professionnelle en vente. C'est beaucoup plus dur de le mettre dehors que nous-mêmes de sortir d'un magasin quand on est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que la loi sur la protection du consommateur prévoit des protections particulières dans cette situation-là. Et c'est d'ailleurs de ça dont Sylvie va continuer de nous parler. Oui, parce que pour faire face à cette vulnérabilité-là qui est plus grande, l'autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas toujours aussi bien préparé, surtout si on s'inscrit à un concours, on ne s'attend pas à se faire vendre quelque chose, donc on n'a pas notre liste de critères, nos besoins, notre budget. Alors, on est beaucoup plus vulnérable et la loi en tient compte en donnant des protections et des recours bien spécifiques. Le premier recours, c'est un droit de résolution du contrat dans les 10 jours. Résolution puis annulation, là, ça s'apparente. Il y a des petites subtilités légales, mais essentiellement, c'est j'ai 10 jours pour annuler sans raison. Je n'ai pas à donner de raison. Et ce qui est important, c'est que ce droit de résolution-là est valable même si les travaux sont effectués. Parce que plusieurs de ces entreprises-là vous quittent à 9 h, 10 h le soir avec leur test de moisissure et sont là le lendemain matin, leur laboratoire a travaillé de nuit et font les travaux. Et le pari qu'ils font, c'est que les consommateurs vont penser qu'ils ne peuvent plus annuler maintenant que les travaux sont faits. Alors, vous pouvez annuler même si les travaux sont faits. La plupart du temps, ils acceptent et ça se passe bien. On a eu quelques cas dans les dernières années où ça a été plus complexe. Mais vous avez simplement envoyé par lettre recommandée le formulaire de résolution qui fait partie du contrat de façon obligatoire. Une fois passés les 10 jours, vous avez un autre droit qui est spécifique à la vente itinérante
qui est un droit de résoudre le contrat dans un délai d'1 an pour certains motifs, excusez-moi. Premièrement, si le contrat n'est pas conforme aux règles. La plus grosse non-conformité, c'est si le formulaire de résolution dans les 10 jours ne fait pas partie du contrat, ça prolonge votre droit de résolution à 1 an. Mais des fois, des choses aussi simples que le nom du vendeur n'est pas là. Des choses aussi simples qu'il y a un prix global, mais il n'y a pas le prix détaillé de chaque bien et la description claire des biens, ça vous donne le droit d'annuler dans un délai d'1 an. Donc, parfois, ça permet de se sauver de situations difficiles. Si le commerçant itinérant n'avait pas de permis de commerçant itinérant, ça pousse le droit de résoudre le contrat dans le délai d'1 an. Ça peut être important. Par exemple, si vous avez fait faire votre toit, que le contrat s'est signé chez vous, c'est possible que l'entrepreneur n'ait pas de permis de vente itinérante parce qu'il ne s'est pas trop informé et qu'il ne réalise pas que c'est de la vente itinérante. Mais si vous avez une insatisfaction sur le toit en question, mais poursuivre pour malfaçon, ça prend une expertise. Si c'est dans l'année que ça se déclare, bien, s'il n'y avait pas son permis de vendeur itinérant, le simple fait qu'il n'y avait pas son permis de vendeur itinérant vous donne le droit de résoudre le contrat dans un délai d'1 an. Fait que ça peut être fort utile dans certaines situations pour vous faciliter un recours. Et s'il n'a pas livré le bien ou fourni le service 30 jours après la date, c'est assez rare, moi, que j'ai vu ça dans le domaine de la vente itinérante. Ce qui est très important, c'est que la résolution du contrat entraîne la résolution du contrat de crédit, qui est souvent un contrat qui va accompagner. Si j'achète quelque chose à 15 000 c'est rare que j'ai le 15 000 comptant. Donc, ça l'entraîne automatiquement. Nous, on suggère toujours par prudence quand même d'envoyer une copie aussi au créancier. Ça simplifie les choses, puis ça évite qu'il y ait des prélèvements automatiques qu'il faut revenir après en arrière. Ça, c'est les recours vraiment comme spéciaux, vraiment liés à la vente itinérante. Dans les dossiers de vente itinérante, il y a d'autres articles de loi qu'on utilise souvent, qui sont les recours habituels sur 3 ans. Je les mentionne rapidement parce que je sais que vous allez parler des recours dans un autre webinaire, mais 2 éléments qui sont souvent utilisés, c'est un article de loi qui dit que quand le prix est abusif, là, quand on parle d'abusif, ce n'est pas un peu trop cher, c'est vraiment disproportionné que ça en est de l'exploitation du consommateur. Comme quand c'est le double du prix, on va faire une soumission ailleurs, ce modèle de thermopompe-là, ça vaut 2 fois moins cher ou 2 fois et demi moins cher. On peut utiliser cet article-là, des travaux d'isolation aussi. Et la plupart du temps, les gens, à ce moment-là, ils obtiennent une réduction de leurs obligations et non une annulation du contrat pour payer finalement, au bout du compte, un prix raisonnable. L'autre article qu'on utilise quand même assez souvent dans ces domaines-là, c'est la fausse représentation. Par exemple, sur les économies d'énergie que les travaux ou l'appareil va permettre. Il y a toujours évidemment le défi de prouver les représentations, mais parfois, il y a des choses écrites et ça permet de gagner quelque chose. Il faut aussi savoir que le consommateur peut exercer à l'encontre du prêteur les droits qu'il peut faire valoir envers le commerçant si jamais le commerçant n'est pas solvable ou n'est plus en affaires ou a fait faillite. Donc, toujours, nous, on dit envoyez vos mises en demeure aux deux. Les créanciers, qui sont souvent du monde, des espèces de créanciers qu'on connaît peu ailleurs dans le Canada, contestent à peu près tout le temps, mais perdent en cours parce que la loi de la protection du consommateur est assez claire sur le fait que le créancier est solidairement responsable du vendeur dans ces situations-là. Alors voilà. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Ça m'a fait plaisir. À retaper sur un clou avant de la période de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est un bon moment pour les transmettre à Martin, qui pourra les relayer ensuite. Vraiment, si j'ai invité Sylvie à parler de ça, parce qu'on pourrait se demander pourquoi parler de la vente itinérante dans un webinaire sur la rénovation, alors que la plupart du temps, quand les gens font de la rénovation, c'est pas parce que quelqu'un a cogné à leur porte, c'est parce qu'eux autres, ils ont des projets de rénovation à faire. Donc, si on en parle, c'est vraiment à cause du règlement d'application de la LPC qui vient dire que toiture, isolation, revêtement extérieur, ce sont
des domaines qui sont considérés être de la vente itinérante, même quand autrement ça n'en serait pas. Évidemment, il ne faut pas que le Si contrat le soit signé à la contrat n'a place pas été d'affaires. C'est ça, signé à la place d'affaires, quand même, il faut se exactement. rappeler. C'est ça. Mais la plupart du temps, le contrat va être signé chez le consommateur. Ça va être considéré comme de la vente itinérante et ça vous donne vraiment accès à une protection immense. Les entrepreneurs un peu broche à foin qui travaillent un peu tout croche sont souvent les mêmes qui ne vont pas aller chercher un permis à l'OPC. Donc, on va se retrouver avec un droit de résolution d'1 an. Je ne vous dis pas que ça va bien se passer avec votre entrepreneur et qu'il va être de bonne humeur. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais quand même, ça évite d'avoir à faire venir un expert. On n'a même pas besoin de démontrer que les travaux ont mal été faits. On a juste besoin de démontrer qu'il aurait dû avoir son permis de vente itinérante. Il ne l'avait pas. On a 1 an pour résilier. On est à l'intérieur du 1 an. Il y a moyen de résilier le contrat. Pardon. Oui, Ariane va Résoudre. me résoudre le contrat. Il y a des Oui, on a petites le droit. subtilités entre annuler, résoudre et Oui, 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 résilier, oui, oui, mais bon, oui. De résoudre le essentiellement, contrat, c'est important. oui. Euh, Peut-être préciser, théoriquement, si on résout le contrat, on récupère nos sous. L'entreprise peut récupérer ses biens. Si c'est une thermopompe, ils peuvent venir la chercher, ils le font rarement. Si c'est un toit, ils peuvent à la limite, mais il faut qu'ils remettent en état comme avant. Fait que, autrement dit, dans les faits, c'est leur choix de ne pas restituer. Chacun se restitue ses prestations quand on résout. Fait que ça, dans les faits, dans ces cas-là, c'est le consommateur qui a un petit peu le gros bout du bâton dans ces situations-là. Sur ce, c'est un peu l'ultimatum pour envoyer vos questions si vous en avez. Il ne semble pas y avoir de questions. Je vous laisse un 10 secondes encore pour taper puis peser sur Enter. Tantôt, j'ai dit dans les 10 jours, ça se passe en général facilement. Quand on résout en dedans d'1 an, l'entrepreneur ou le vendeur refuse. Habituellement, il faut aller à la Cour des petites créances pour faire reconnaître l'annulation. Et dans le fond, on demande de se faire rembourser ce qu'on a payé jusqu'à maintenant et ça implique que le juge va statuer que le contrat est résolu. Je n'ai jamais vu de situation de résolution dans 1 an que l'entrepreneur fait Ah oui, c'est vrai, mon contrat n'était pas conforme, c'est correct. Donc, il y a une petite démarche judiciaire à faire la plupart du temps. Oui. Un autre sujet duquel on voulait parler aujourd'hui, qui est un cas particulier, c'est la question des sinistres assurés. Ce n'est pas les cas les plus fréquents qu'on reçoit, mais ça peut venir vraiment avec des complexités un peu particulières, surtout à cause que souvent les assurés comprennent mal le fonctionnement des assurances. Donc, on va passer juste quelques minutes là-dessus, puis ensuite, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, on va parler en termes généraux. Là, évidemment, chaque contrat d'assurance peut être particulier, mais de manière générale, quand il y a un sinistre qui survient, l'assureur, il va évaluer combien ça va coûter pour remettre ça en état et il va être prêt à payer ce montant-là jusqu'à concurrence de la prime prévue au contrat, moins la franchise. Il va donc vous donner de l'argent et non pas faire des travaux pour vous. Ce qui est couvert par l'assureur, c'est vraiment les travaux de remise en état, mais c'est pas, c'est pas les travaux de remise en état, c'est la valeur des travaux de remise en état. Il y a parfois une confusion parce que les gens vont penser que parce que l'assureur leur réfère un entrepreneur, parce que l'entrepreneur envoie sa soumission à l'assureur, parce que des fois même l'assureur va être celui qui va payer l'entrepreneur directement avec la prime, ils vont penser que le client de l'entrepreneur, c'est l'assureur. Alors que, sauf très rares exceptions, le client, c'est toujours, toujours, toujours l'assuré. Ça veut dire que c'est sur les épaules de l'assuré qui demeurent tous les devoirs dont on parlait la semaine dernière, soit de choisir correctement l'entrepreneur, de comparer des soumissions, d'avoir un contrat en bonne et due forme, de faire la surveillance de l'entrepreneur, de payer l'entrepreneur, et ça même
même si, à travers des passe-passe comptables, l'assureur va directement payer la prime à l'entrepreneur, c'est quand même l'assuré qui est le client. Et ça, c'est très important parce qu'on va voir des cas où l'assuré qui a eu un sinistre a fait confiance à son assureur, n'a pas fait ses devoirs et tout d'un coup, les travaux ont mal été faits. Je me souviens d'un cas en particulier qu'on avait eu. On a remplacé un beau plancher de bois franc par du beau petit plancher en bois flottant, en plancher flottant. Évidemment que la personne n'était pas très contente de ce qui a été posé dans son sol. Et puis, là, elle voulait pouvoir s'obstiner avec l'entrepreneur, mais elle n'avait pas de soumission de l'entrepreneur, pas de contrat de l'entrepreneur. L'entrepreneur avait déjà été payé par l'assureur. C'est quoi ses moyens de venir démontrer c'était quoi l'entente qu'elle avait avec l'entrepreneur? Et là, l'assureur, systématiquement, va dire qu'il ne fournit pas la soumission de l'entrepreneur parce que c'est un secret industriel. Parce que lui, il ne veut pas que lui, quand il fait venir son évaluateur pour savoir combien ça va coûter faire ces travaux-là, ce qu'il veut savoir, c'est surtout est-ce que l'entrepreneur, ce qu'il me charge, c'est raisonnable ou pas? Puis, est-ce que je paye ou je ne paye pas? Mais il ne veut pas que vous sachiez à combien lui a évalué le sinistre. Parce que peut-être que vous allez arriver à le faire faire pour moins cher que ce que lui pensait que ça coûterait, puis il ne veut pas que vous sachiez qu'il aurait été prêt à donner plus, là. Donc, il ne voudra jamais transmettre ce document-là. Donc, il faut vraiment faire ses devoirs avant, obtenir la soumission de l'entrepreneur, obtenir un contrat de l'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas compter sur l'assureur après pour vous aider si ça se passe mal. On peut toujours essayer, faire de la pression sur votre assureur. C'est sûr que lui, c'est son service client, c'est ce qu'il vend, là. Puis il y a aussi moyen de faire appel au Bureau de l'assurance du Canada, qui est un regroupement de l'industrie, mais qui essaie quand même de faire en sorte que l'industrie ne paraisse pas trop mal. Donc, c'est des moyens possibles, mais la prévention, c'est toujours mieux. Il faut faire ses devoirs et obtenir contrat, soumission, etc. Et sur ce, je vais inviter Ariane à venir présenter pour plusieurs autres notions. Ariane qui devrait bientôt arriver à l'écran. Donc, bonsoir Ariane. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous pouvez m'entendre et me voir. Donc, génial. On m'a dit que ça fonctionne. Donc, j'ai pas pu entendre ce que Marc-André m'avait présenté, mais donc je suis Ariane Gauthier, je suis employée à la CQC là, depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, on va parler ensemble de plusieurs aspects, plusieurs choses que vous pouvez rencontrer finalement en cours de contrat un peu en rafale. Donc, on va commencer avec, comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment, les travaux sans licence. Donc, il y a un article de la loi sur le bâtiment qui traite spécifiquement de ce phénomène-là. Donc, la personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur et qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'a pas la licence appropriée peut demander l'annulation de ce contrat-là. Donc, on se demande souvent finalement un peu quoi faire si on découvre finalement en cours de travaux que notre entrepreneur n'avait pas la licence appropriée pour les faire. Donc, ça c'est vraiment une des options là, finalement qui s'offre à nous parce qu'on n'est pas obligé finalement de rester avec un contrat qui finalement la personne avec qui on l'a conclu n'a pas les qualifications appropriées selon la loi. Par contre, ce qui est important de se rappeler pour vous en tant que consommateur, consommatrice, c'est que donc la demande d'annulation ou de radiation, c'est par rapport à l'hypothèque légale. On va traiter de ça. On a une section réservée à l'hypothèque légale dans nos autres webinaires, donc on en traitera plus tard. Mais par rapport à la demande d'annulation, donc, elle ne pourra pas être là, acceptée si on fait la preuve que finalement, le consommateur ou la consommatrice savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée. Donc, ça va venir vous dire que, enfin, on vient vous dire que finalement, vous le saviez que cette personne-là, par exemple,
n'avait pas sa licence, ne payait pas les droits reliés à sa licence. Donc, on ne vient pas vous donner le droit finalement de vous sortir du contrat en cours de route, vu que vous le saviez déjà. Donc, première petite chose qu'on vient voir ici. Ensuite, puis dans le fond, pour vous, un peu vous protéger là, d'avoir des mauvaises surprises finalement, puis de réaliser là, en cours de travaux que l'entrepreneur n'avait pas la bonne licence. Donc, évidemment, on vous invite à faire cette vérification-là avant de conclure le contrat. C'est comme ça, vous le savez, vous vérifiez au registre là, des détenteurs de licence sur le site de l'RBQ, comme on l'a vu là, dans le précédent webinaire. Vous vous assurez que la compagnie ou la personne avec qui vous faites affaire a la bonne licence. Donc, c'est réglé, puis vous pouvez finalement conclure le contrat en toute connaissance de cause, finalement. Ensuite, on va se pencher sur un tout autre aspect, donc restez avec moi. On va aller se concentrer sur le contrat d'adhésion. Puis là, un peu aussi sur le contrat de consommation. Donc, le Code civil vient, quand on conclut certains types de contrats, donner un peu certains droits, plus aux consommateurs, consommatrices ou à l'adhérent dans ce cas-ci, pour un peu venir rééquilibrer le rapport de force entre les deux parties qui auront conclu le contrat. Donc, le contrat d'adhésion, qu'est-ce que c'est finalement? Donc, c'est quand les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle pour son compte ou suivant ses instructions et qu'elle ne pouvait pas être librement discutée, donc évidemment ici par l'autre partie. Fait que généralement, ce qu'on va venir voir dans le domaine de la construction, c'est qu'évidemment, ça va être l'entrepreneur qui va venir imposer là, la majorité des conditions, des stipulations aux consommateurs, consommatrices, à clients, clientes. Donc, ce genre de contrat-là, donc on peut le voir, il y a une espèce de, évidemment, un déséquilibre entre l'entrepreneur et le consommateur. Donc, le Code civil vient nous rééquilibrer ça avec là, plusieurs petites dispositions. Donc, évidemment, là, j'ai parlé aussi de contrat de consommation. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux et celles qui étaient présents, donc il y a une différence entre un contrat de consommation au sens du Code civil du Québec et un contrat de consommation au sens de la LPC. Donc, le Code civil du Québec donne le même genre de droit aux personnes qui ont conclu des contrats de consommation et des contrats d'adhésion. Ils les mettent souvent là, ensemble, mais la LPC va venir s'appliquer là, uniquement si le contrat vient se qualifier de contrat de consommation au sens de la LPC, puis on va avoir certains, encore là, plus de protection pour ces contrats-là. Donc ça, c'est important là, à vérifier au cas par cas pour chaque contrat. Donc, qu'est-ce que ça vient là, finalement nous donner donc comme petit rééquilibrage? On a premièrement donc la clause externe. Donc, une clause externe, là, finalement, donc, votre contrat, ça se peut qu'il vienne référer donc à d'autres documents, d'autres contrats, d'autres éléments qui sont finalement pas devant vous. Donc, ça, là, rapidement, donc c'est ça la clause externe. Donc, donc pour que cette clause-là soit valide et qu'elle puisse s'appliquer à vous dans le cadre de votre contrat, donc il faut que l'entrepreneur la porte expressément à votre attention. Donc, sinon, ça va venir permettre là, de venir annuler cette clause-là. Évidemment, pas nécessairement d'annuler tout le contrat en entier, mais finalement de venir écarter l'application de cette clause-là uniquement si, encore là, on ne l'a pas porté à la connaissance du consommateur ou de l'adhérent. Ensuite, donc, on a la clause illisible ou incompréhensible. Donc là, on vient vraiment parler, là, si par exemple la clause est extrêmement complexe pour donc le commun des mortels, mettons, là, la personne ordinaire ne peut pas du tout comprendre ce qui se trouve dans la clause. Si elle est beaucoup trop vague, finalement, on ne sait pas du tout quoi faire avec cette clause-là. Donc, c'est vraiment, là, on ne peut pas du tout savoir où on s'en va. Ensuite, sinon, on a la clause qui est illisible. Fait que, donc, finalement, là, on vient pas du tout parler nécessairement des mots qui sont utilisés, des termes ou de la qualité de sa rédaction, mais beaucoup plus, finalement, les caractères, par exemple, sont beaucoup trop petits. Donc, la couleur des caractères se confond avec le papier. C'est vraiment plus là, des enjeux de nature matérielle finalement pour la clause. Donc, ce que ça vous permet, vous comme consommateur et ou adhérent dans votre contrat, c'est que donc,
encore là, elle peut être annulée. Donc, on peut encore là écarter l'application de cette clause-là si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre un préjudice. Donc, ça veut dire là, finalement que ça vous cause à vous un désavantage, le fait que vous ayez finalement pas pu potentiellement lire cette clause-là parce qu'elle était trop complexe ou juste matériellement, c'était impossible pour vous de la lire d'aucune façon. Là, ici, donc, l'article vient mettre là, un petit bémol. Si jamais on vous l'explique adéquatement, avant, évidemment, là, que vous concluez le contrat, puis l'étendue de la clause est claire, on vous a vraiment, finalement, clarifié la situation. Là, ça va être, finalement, on vous permettra pas de venir annuler cette clause-là, mais c'est quelque chose à garder en tête, évidemment, puis c'est quelque chose à aller voir finalement, à aller identifier au moment où vous recevez là, finalement le contrat avant de le signer. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans le contrat? Est-ce que c'est bien lisible? Est-ce que c'est possible de le voir? Donc, voilà. Ensuite, on a la fameuse clause abusive. Donc, c'est une notion peut-être un peu plus, un peu moins claire là, finalement que juste de se demander si on peut lire physiquement avec nos yeux une clause de notre contrat. Donc, une clause est dite abusive si elle désavantage exagérément ou finalement elle vous désavantage parce qu'elle va venir donner un avantage vraiment indu à l'autre partie. Donc, ça peut être un peu deux types de situations-là. Donc, ce genre de clause-là, encore là, on va pouvoir finalement l'annuler comme les autres ou venir réduire finalement si elle vous imposait une obligation qui était beaucoup trop grande. Finalement, ça n'a aucun sens qu'on vous impose ce genre d'obligation-là. Donc, on va pouvoir sinon réduire la portée de la clause sans venir l'annuler par contre. Fait que tout ça, c'est plein de petits, finalement, mécanismes qui viennent permettre de rééquilibrer les rapports de force, puis finalement, de permettre que vous ne vous retrouverez pas ultra désavantagé parce que vous avez, par exemple, conclu un contrat que vous n'étiez pas en mesure de négocier librement. Donc, voilà un petit résumé de ce que je viens de vous raconter ici par rapport aux clauses externes, illisibles, incompréhensibles ou abusives. Ensuite, on va se tourner vers les clauses pénales. Donc, c'est quoi une clause pénale? Donc, une clause pénale, c'est une clause qui prévoit une évaluation à l'avance des dommages-intérêts si jamais vous n'exécutez pas les obligations qui sont à votre contrat. Donc, on va finalement prévoir déjà, par exemple, si vous ne payez pas à temps au moment qui est prévu dans votre contrat, donc on va vous demander, là, par exemple, une pénalité de 50 $ par jour, par exemple. Donc, évidemment, on doit avoir mis en demeure l'autre partie avant de pouvoir se prévaloir de la clause pénale. Donc, on ne peut pas juste décider un matin de vous réclamer 50 $ par jour. Là. Donc, une étape préalable à faire avant. On va vous en dire plus sur la mise en demeure dans notre dernier webinaire. Et donc, évidemment, la clause pénale, si on décide de se prévaloir de cette clause-là, dans les cas qui le permettent, donc, on peut juste demander la clause pénale. On ne peut pas également demander que la partie exécute les obligations qu'elle aurait dû exécuter au départ. Donc, il y a un choix qui est à faire. Donc, on ne peut pas vous demander finalement le beurre et l'argent du beurre. Donc, si votre contrat se qualifie comme contrat de consommation au sens de la LPC, donc, encore une fois, je le rappelle, Code civil, LPC, tous les deux parlent de contrat de consommation, mais ne vous donnent pas les mêmes droits par rapport à chacun. Donc, si on est devant un contrat de consommation au sens de la LPC, là, ça devient assez simple finalement parce que, donc, comme le dit l'article 13, est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autre que l'intérêt couru. Donc, finalement, on vient vous dire que les clauses pénales, dans le cas d'un contrat de consommation, c'est interdit et ce n'est pas possible. Donc, ça vient totalement écarter ça, puis là, il faut vraiment passer à travers l'espèce de procédure normale pour obtenir là, des dommages, intérêts, pénalités, finalement une compensation monétaire pour pallier à l'inexécution d'une des obligations au contrat. Ensuite, là, si le contrat ne se qualifie pas comme contrat de consommation au sens de la LPC, donc qui va être juste un contrat couvert par le Code civil uniquement,
Donc là, on va venir se référer aux articles 16-22 et 16-23. Donc, voilà, que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Donc, comme je le disais tantôt, il y a cette clause-là, finalement, elle va être valide si vous ne vous qualifiez pas au sens de la LPC. Donc, ça va être important de déterminer si vous pouvez vous prévaloir de l'article 13 de la LPC ou si vous êtes couvert par ces deux articles-là du Code civil. Mais donc, évidemment, tout dépend si jamais, là, comme on le disait tantôt, si cette clause-là est, par exemple, abusive. Donc, comme le deuxième alinéa de l'article 16-23 le dit, là, le montant de la peine stipulée peut être réduit s'il y a une exécution partielle de l'obligation à profiter au créancier ou si la clause est abusive. Donc, encore une fois, là, on vient finalement essayer de rééquilibrer un peu encore là, parce qu'une clause pénale peut être extrêmement onéreuse, peut vraiment coûter cher là, finalement à la partie là, qui s'est fait imposer. Puis donc, évidemment, si vous êtes en matière de contrat de consommation ou d'adhésion au sens du Code civil du Québec, ça va venir, on va pouvoir finalement venir réduire un peu la portée de cette clause-là ou finalement complètement l'annuler si est jugée là, absolument abusive puis que c'est beaucoup, beaucoup trop à mettre sur les épaules du consommateur ou de l'adhérent. Voilà, je pense que c'est tout pour les clauses pénales. Donc ensuite, on va se reporter sur les clauses ambiguës. Donc le dernier type de clause qu'on va voir aujourd'hui. Donc ici, on se porte vraiment dans des questions d'interprétation du contrat, fait qu'on n'est pas nécessairement dans le cas, par exemple, de la clause qui est incompréhensible. Là, on est vraiment ailleurs. Là, on est vraiment juste dans une clause où c'est pas tout à fait clair. Puis il y aurait, par exemple, plusieurs interprétations possibles qu'on pourrait faire de cette clause-là. Donc, première chose à savoir quand on parle finalement de clause ambiguë ou d'interprétation du contrat selon les différents articles que vous pouvez voir à l'écran, il faut réellement qu'avant qu'on se mette à interpréter le contrat puis à essayer de finalement peut-être de prendre pas nécessairement le sens ordinaire des mots, ou qu'on essaie vraiment d'adopter des techniques pour dégager un sens X ou Y, il faut qu'il y ait une ambiguïté dans le contrat. Donc, on n'interprète pas les termes d'un contrat qui sont clairs. Quand on peut les lire, que tout le monde comprend la même chose, qu'il n'y a pas de doute à avoir, ça ne vaut pas la peine d'aller l'interpréter. Par contre, une fois qu'on a déterminé qu'effectivement, il y avait de l'ambiguïté dans la rédaction, puis qu'on n'a finalement pas de certitude et que ça pourrait très bien vouloir dire une chose et une autre à la fois et qu'il faut finir par trancher, donc on a finalement quelques règles qui viennent nous aider à savoir où on s'en va. Donc, on a évidemment par rapport à la loi sur la protection du consommateur, encore une fois, donc s'il y a doute ou ambiguïté, le contrat est interprété en faveur du consommateur. Donc ça, encore là, on va venir favoriser le juge, par exemple, qui interprète votre contrat, va venir vous favoriser en tant que consommateur, donc pour finalement, encore une fois, rééquilibrer les forces. Donc, puis là, comme on peut le voir, là, évidemment, 1426, par exemple, tient compte dans l'interprétation de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu. Donc, les usages, par exemple, qui occurrent dans par exemple, dans le milieu de la construction. Donc, on va vraiment essayer de voir, c'était quoi les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé au départ, c'était quoi l'intention des parties, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, donc, en regardant tout ça, en faveur, évidemment, donc, du consommateur, mais également, là, au sens du Code civil, à l'autre article 1432, donc, on va l'interpréter en faveur de l'adhérent ou du consommateur, donc, dans tous les cas. Donc, si vous arrivez à prouver que votre contrat s'agissait, c'était un contrat d'adhésion et ou un contrat de consommation, donc, on va vraiment encore là venir l'interpréter en votre faveur. Donc, voilà. Finalement, notre autre petit mécanisme qui nous permet de se protéger comme consommateur ou adhérent dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Puis, on va terminer ensemble avec, encore là, on va ailleurs avec le travail au noir. Donc, finalement, là, nous, ce qu'on veut vous dire ce soir, c'est que c'est peut-être potentiellement parfois tentant si jamais on vous propose ça comme type d'entente, on peut vous faire finalement miroiter certains avantages, sauf que ça comporte certains risques.
Puis, nous, l'espèce de plus grand risque, finalement, donc, c'est premièrement, là, ça se peut qu'il n'y ait pas du tout de contrat écrit qui va être conclu s'il s'agit d'un contrat de travail au noir. Pas un contrat de travail, là, mais finalement, un contrat d'entreprise qui prévoit que le travail va être payé là, au noir. Donc, pas de contrat écrit. Comme on en a parlé la semaine passée, ça veut dire plus de difficultés à arriver à le prouver en cours. Donc, c'est encore là, ça vient vous mettre un peu de bâton dans les roues par la suite si jamais c'est nécessaire de se retrouver devant le tribunal. Donc, ça peut vouloir potentiellement dire aussi une personne qui n'a pas de licence. Encore là, comme on l'a vu un peu plus tôt ce soir, c'est pas... donc, vous, ça peut finalement venir vous empêcher de vous prévaloir de certains recours si vous concluez ce genre de contrôle en toute connaissance de cause. Mais... donc, finalement, nous, ce qu'on juge qui est l'espèce de plus grand problème avec ce genre de contrôle-là, c'est qu'il peut être finalement nul de nullité absolue. Donc, ça veut dire que le tribunal peut finalement l'annuler de lui-même sans même qu'on le lui demande. Si jamais là, vous vous retrouvez, par exemple, vous allez à la cour des petites créances ou devant un autre tribunal, tout dépendant devant lequel vous vous retrouveriez. Donc, la Cour peut finalement, si on réalise que vous avez conclu spécifiquement une entente qui prévoyait le travail au noir, que c'était ça votre intention au départ, donc de ne pas finalement payer là, les taxes dues sur les travaux visés. Donc, ce contrat-là peut finalement, il va être considéré comme s'il n'avait jamais existé. Fait que ça veut finalement dire que ça va impliquer finalement de la restitution des prestations. Donc, ça va vouloir dire de redonner à l'autre partie ce qu'on va avoir reçu. Parce que si le contrat n'existait pas, donc on se remet à zéro. C'est comme si c'était jamais rien passé. Puis ça veut venir dire que finalement, on va potentiellement être pris finalement si on avait des problèmes, puis on a essayé d'aller devant le tribunal pour venir donc régler là, notre problème, puis forcer l'autre partie finalement potentiellement à nous verser des dommages-intérêts, à remplir les obligations qu'elle avait contractées envers nous. Mais là, si la Cour dit, mais le contrat, donc, était contre l'ordre public, c'était pas possible de le conclure dès le départ, là, finalement, donc comme 14-11 le prévoit, voilà, le contrat est juste annulé, il n'a jamais existé, fait que vous n'allez pas pouvoir obtenir réparation, vous, comme client, là, de ce qui aurait été fait finalement mal fait dans les travaux ou quoi que ce soit. Là. Puis ça vient, c'est sûr, tout dépendant d'à quel point on est rendu dans l'exécution du contrat, ça peut vouloir impliquer beaucoup de choses assez désagréables pour vous dans le cadre de rénovation, de travaux de rénovation. T'sais. Donc, voilà, nous, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on vous recommande évidemment de conclure des contrats de travail au noir parce que évidemment donc ça peut également vous exposer à une réclamation au paiement des taxes finalement. Ça peut éventuellement donner lieu à ça. Puis ça peut aussi vous exposer potentiellement à participer à une infraction aux lois fiscales. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte, fait que c'est vraiment, c'est sûr évidemment que si jamais c'est quelque chose qu'on vous propose, il y a beaucoup, beaucoup de risques associés à ce genre de pratique-là. Donc, voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup, Ariane. Donc, on a reçu une première question de Sébastien qui nous demandait, dans le cas de l'annulation, advenant qu'il n'y a pas de licence et que les travaux sont déjà débutés ou même avancés, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans le fond, c'est sûr évidemment que l'annulation, le terme annulation, donc, ça implique que le contrat, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc, ça implique tout le temps une restitution des prestations. Les règles qui entourent le fait de redonner à l'autre ce qu'on aura reçu
C'est sûr que c'est un peu complexe, puis je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans, ce soit en long et en large pour vous, mais il y a certaines situations où la Cour, si c'est pas possible, va refuser de le faire. Donc, c'est vraiment pas, c'est quelque chose qui est très possible là, finalement de faire annuler son contrat en cours de route. Là. Si, par exemple, vous découvrez, là, on est à mi-chemin dans les travaux, vous devez faire, je ne sais pas, vous faites certaines vérifications, vous apprenez, vous découvrez que l'entrepreneur avec qui vous avez conclu le contrat n'a pas la licence appropriée, puis vous, c'est vraiment quelque chose qui vous rend mal à l'aise, c'est pas quelque chose que vous voulez du tout, et avec raison potentiellement, vous pouvez aller en demander l'annulation. Donc, puis là, on procédera à la restitution des prestations si c'est possible, mais c'est faisable. Fait que c'est vraiment pas que vous soyez au jour 2 ou au jour 50, ça reste une possibilité, ça reste faisable. C'est peut-être juste un peu plus complexe, finalement. En espérant que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une autre question. Oui, Est-ce que donc... l'hypothèque légale ne vient pas modifier le rapport de force en faveur des entrepreneurs, par exemple? Quand bien même la loi dit quelque chose, plusieurs entrepreneurs s'en fichent au détriment de leurs clients. Est-ce que Ariane veut répondre ou est-ce que j'y vais? Ben, je sais pas, moi j'allais répondre qu'on avait une super section dédiée à l'hypothèque légale qui s'en vient dans nos prochains webinaires, puis j'aurais invité M. Simard à nous joindre dans les prochains, là, vu que c'est absolument une question qu'on va aborder à ce moment-là. Effectivement. Mais je vais quand même, vu qu'on n'est pas obligé de garder toutes les questions pour l'enregistrement, je vais me permettre de répondre. Puis en fait, c'est une question hyper pertinente et importante que pose M. Simard. Donc, j'invite tous ceux qui ne savent pas c'est quoi l'hypothèque légale à bien écouter. On va en parler beaucoup plus dans un autre webinaire, là, mais quand même. L'hypothèque légale, c'est effectivement une massue qu'ont les entrepreneurs pour forcer les consommateurs à payer. C'est une massue contre laquelle on se bat beaucoup à la CQC, en particulier depuis 1 an ou 2. Et si vous avez suivi dans les journaux il y a quelque temps, on sait qu'au ministère de la Justice, ils travaillent sur un projet de loi là-dessus. Ça a fait fortement réagir l'industrie, on l'a bien vu dans l'article de la presse, mais si les lobbies n'arrivent pas à gagner celle-là, ben, ça se pourrait que ça change à moyen terme. Mais bon, évidemment, on peut rien promettre, c'est entre les mains du ministre Simon Jolin Barrette. Si vous avez un intérêt dans la question, on vous invite fortement à lui en faire part. Mais oui, c'est clair que ça vient modifier le rapport de force. C'est le gros de notre argumentaire. Si vous allez sur notre site Internet, que vous allez dans la section information, puis vous allez voir une section sur l'hypothèque légale. En fait, il y a 2 sections sur l'hypothèque légale. Une qui s'adresse aux gens qui ont une hypothèque légale, qui explique un peu c'est quoi puis qu'est-ce qu'on peut faire. Et une autre qui s'appelle, je pense, revendication sur l'hypothèque légale, qui explique vraiment le problème, la problématique de l'hypothèque légale. Il y a même une analyse statistique qu'on a faite il y a 1 an à ce sujet-là et dont je vous recommande fortement la lecture. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le pendant les rénaux avec les extras et autres notions couramment litigieuses. Et pour terminer, j'en profiterai encore une fois pour remercier l'Office de la protection du consommateur pour son financement pour ce projet-là. Et j'espère vous retrouver en grand nombre la semaine prochaine.